Donc on va revenir sur l'histoire du sida, hein, sans faire de la haute médecine, mais on a le recul pour le sida. Donc je rappelle le sida. Au départ, le sida est une maladie d'enculés, donc on va le dire poliment, est une maladie d'homosexuels militants de la région de New York et de San Francisco, qui pratiquent deux pratiques extrêmes, qui sont la pratique du backroom, où ils peuvent se faire sodomiser dans une soirée par 100 mecs différents. On est au bout, en fait, de l'époque de ce qu'on appelle la libération sexuelle, et il n'y a pas encore l'effet sida qui est d'un seul coup qu'on terrifie les gens sur la conséquence de la sexualité libre. Et d'un seul coup, on découvre que des homosexuels militants amateurs de poppers développent une maladie nouvelle qui s'appelle le sarcome de Kaposi, dont ils meurent comme des mouches. Et je rappelle que les morts qui créent d'ailleurs cette psychose qu'on appelle nouvelle appellation le sida, qui est le syndrome immunodéficient, voilà, ce sont des homosexuels qui meurent du sarcome de Kaposi. Ils ont des plaques sur la gueule et ils meurent très rapidement. Les 41 tout premiers cas d'homosexuels malades signalés au CDC qui avaient complètement détruit leur système immunitaire, eh bien, l'avaient détruit par intoxication aux drogues et absolument pas par infection transmise sexuellement avec leur virus qui vient du singe. La première drogue en haut de leur liste, c'était le nitrite d'amyle. Et ceci a été démontré, même si censuré, que les plaques rouges du sarcome de Kaposi, première maladie emblématique de cette épidémie de HIV, qui était en fait une épidémie de mensonges, les poppers, l'inhalation, la racine de grid qui est devenue sida, c'est l'inhalation excessive pendant des heures sur les pistes de danse de la drogue des gays. C'est pourquoi que c'était des gays, les poppers. Donc déjà, dans la communication de masse, on essaye de cacher que c'est une maladie d'homosexuels et de junkies qui se shootent, hein, c'est-à-dire des gens qui, par la sodomie et par la shooteuse, font passer directement des trucs dans le sang par les lésions anales et par la shooteuse. Hein. On cache ça parce que ça reviendrait à montrer du doigt la responsabilité des homosexuels et des junkies, qui sont des marginaux à l'époque. Donc il y a toute une dimension politique de camouflage de ça. Et on élucubre une théorie qui est de dire que le sida est une maladie. Alors, même moi, j'ai du mal à me rappeler, le sida n'est pas une maladie. Le sida est un syndrome immunodéficient qui permet le développement de maladies. Or, ces maladies, selon les régions et selon les catégories sociales, et même selon les époques, ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, dans l'esprit général, par la manipulation médiatico-politico-médicale, on met exactement sous la même appellation de sida les homosexuels de la bourgeoisie supérieure qui sont morts du sarcome de Kaposi à Los Angeles entre 1983 et 1987, et tous les Africains qu'on dit morts du sida qui meurent en réalité des maladies de la misère et de la pauvreté en Afrique. Ce qui n'a strictement rien à voir, mais on dit tout ça c'est le sida. Ce qui permet de créer des statistiques affolantes, ce qui permet, ce qui est très important, de terroriser la population mondiale sur les dangers de la sexualité à contact direct, alors qu'en même temps, on est dans une idéologie de la pornographie généralisée. Ce qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on pousse les gens à la sexualité et on leur dit qu'ils sont en danger de mort s'ils pratiquent une sexualité directe. Ce qui pousse, à mon avis, vers la pornographie et la sexualité virtuelle. Donc on a aussi, pareil, liste de Schindler, marché de la pornographie Internet. Il y a toujours la même arnaque. Hein. Et aussi, même rapport qu'avec le Covid-19, l'idée que vous êtes malade parce que vous répondez positivement à un test, ce qu'on appelle la séropositivité. La séropositivité, c'est qu'on vous fait un test et selon une quantité on dit que vous êtes positif ou négatif. Et la réalité, c'est qu'il n'y a aucun rapport entre être positif à un test de séropositivité, parce qu'on sait que, par exemple, une femme enceinte, si on lui fait un test de sida, elle sera séropositive tout simplement parce qu'en étant enceinte, elle répond positivement à ce test. Bon, là, les médecins vous pouvez vous amuser à les chercher sur Internet, hein, tout ça a été démontré 20 000 fois. Mais le politico-médiatico-médical complice vous dit, vous êtes séropositif, donc vous avez en gros le sida en vous, qui peut se développer, et donc vous êtes en danger de mort. Donc déjà, votre vie bascule dans la menace de mort permanente, un peu comme un type dont on dit qu'il a un cancer, et puis il faut surtout vous soigner. Et là, on vous colle, comme par hasard, un médicament qui s'appelle la ZT, qui est un poison mortel avec une tête de mort sur la boîte, dont on a des stocks à ne plus savoir qu'en faire, et on sait aujourd'hui que c'est des énormes scandales, parce que les gens, en fait, développent
comment dire, un effondrement physique constatable qui est en fait la conséquence non pas de la maladie qui n'existe pas, mais du traitement. Et ça, c'est le scandale des morts de leucémie en Angleterre dans les années 80-90 à cause des traitements au Tamiflu ou à la ZT. Tout ça, vous le trouvez sur Internet. C'est-à-dire que ce qui tue, ce n'est pas la maladie qui n'existe pas et le virus, qui est une hypostase de rétrovirus. On ne l'a jamais observé. Hein. C'est une déduction théorique. Ce virus n'a jamais été observé directement en microscopie électronique dans le sang de patients dont on prétend qu'ils ont une charge virale élevée. On affirme pouvoir identifier dans le sang de ces malades des séquences d'acides nucléiques qui correspondent au génome des rétrovirus. Mais il n'y a aucune corrélation entre ces données-là et l'échec total de tous les efforts qui furent développés pour tenter de démontrer des particules de rétrovirus dans le sang de ces malades-là. Donc le virus n'a jamais été trouvé dans un corps de malade du sida. Il n'a jamais été observé en microscopie électronique dans le sang de malades dont on prétend qu'ils ont une charge virale élevée. Et il faut savoir aussi qu'un virus n'est pas comme une bactérie, n'est pas un être vivant. C'est une enveloppe dans laquelle il y a des morceaux d'ADN et d'ARN, c'est ça. Donc, à partir de n'importe quel morceau de truc, vous pouvez dire que c'est des morceaux de virus. Donc, on est là dans des possibilités d'arnaque, de mensonge ou d'erreur, parce que c'est le problème de savoir si au début, on est sur de l'erreur qui devient un mensonge et un commerce, parce que je pense que le sida, c'est en trois étapes. On cherche, on part sur une piste qui peut sembler cohérente au début, et après, on ne veut pas y renoncer parce que ça permet un business énorme qui, je rappelle, le business du sida. Le SIDAction 2006 est lancé. Nos malades, nos associations, nos chercheurs ont besoin de vous. On nous fait toujours croire que pour trouver un vaccin à une maladie qui menace la Terre entière, il faut simplement mettre beaucoup d'argent et que plus on va mettre d'argent, plus on va trouver vite et avec certitude. Ça fait 35 ans qu'on se recherche soi-disant un vaccin pour le sida et qu'on n'en a pas trouvé parce que le sida n'est pas un rétrovirus. Hein. Voilà, c'est un syndrome immunodéficient qui est une boîte dans laquelle on a mis des tas de trucs qui nous arrangent, avec derrière les Kouchner, enfin tous ces escrocs. Professeur Lévy, vous qui dirigez la recherche sur le vaccin en France, on va vite le trouver, ce vaccin-là. C'est à portée de main, non ? Non, c'est pas à portée de main. Si vous vous rappelez ce qu'on disait en 85, on disait le vaccin dans 3-4 ans, etc. Donc je crois qu'on ne peut pas dire ça. Il faut dire qu'on a fait des progrès. Il faut en même temps dire que la recherche est extrêmement difficile, elle sera très longue. On a bien là des escroqueries qui permettent de mettre énormément d'argent dans des espèces de structures un peu opaques, soi-disant médicales, dont on découvre que pratiquement tout l'argent est dépensé en frais de fonctionnement, que c'est essentiellement des spots publicitaires. Hein. Le sida, en gros, c'est régulièrement des films publicitaires sur les dangers du sida. Hein. Le marché du préservatif qui était tombé à de la marginalité totale dans les années 60-70. Personne ne mettait de capote. C'était un truc de nos grands-parents. Et d'un seul coup, je pense qu'il faudrait voir qui est actionnaire des deux grandes sociétés de préservatifs et aussi de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le latex. Ça serait intéressant d'aller chercher. Hein. On peut pas passer mon temps à ça. Mais il y a des gens qui ont gagné beaucoup de pognon. Et puis surtout, avec le recul, donc il n'y a jamais eu de vaccin, on n'en parle même plus. Et surtout, il n'y a jamais eu de pandémie mondiale. Les chiffres de mortalité du sida sont dérisoires par rapport à des tas d'autres chiffres de mortalité. Les gens dont on m'avait dit, moi, il est séropositif, tu sais, avec un espèce de regard genre qui devait nous pousser à la compassion, alors qu'en fait, on aurait pu se dire, l'autre enculé... il y avait des réactions qui étaient un peu hostiles. Mais en fait, ces types-là qui sont soi-disant séropositifs, j'ai 62 ans aujourd'hui, je veux vous dire, c'est les seuls de mes potes qui soient pas morts. Ils sont séropositifs depuis 35 ans, ils n'ont pas bougé d'un iota. Par contre, ils ont peut-être pris des médicaments très dangereux et très chers qu'ils ont d'ailleurs dû cesser de prendre depuis. Ils sont tous vivants. Et les seuls qui sont morts, je rappelle, c'est ceux qui sont morts du sarcome de Kaposi et d'échanges de seringues entre 83 et 87. Après, tout le reste, pipeau. Hein, voilà. Je vous mets au défi de trouver des gens qui meurent massivement du sida aujourd'hui à cause de leurs pratiques sexuelles. Hein, voilà. Donc, quand on a étudié avec le recul toute l'escroquerie du sida, et je le rappelle, escroquerie politico-médiatique, et qui derrière aboutit à énormément de pognon pour une structure qu'on appelle Big Pharma, que je préfère appeler moi le complexe pharmaco-chimique, qui a beaucoup à voir avec ce qui constitue les noyaux durs du nouvel ordre mondial, avec le complexe militaro-industriel, le complexe agroalimentaire, et sans doute le complexe journalistique mondial, hein, puisqu'on voit aussi, c'est pareil. Si on remonte à l'origine du charity business, c'est-à-dire du mélange malsain
du showbiz, qui, en s'appuyant sur des vedettes, font des collectes de masse par la télé pour que le crétin, chrétien, Christian, toujours compassionnel, donne de l'argent dans le but que la médecine trouve des remèdes pour des maladies de niche. L'invention de tout ça, c'est le Téléthon. J'ai pas révisé spécialement, mais allez sur Internet. Le Téléthon est une invention du lobby médical américain, avec Hollywood et le showbiz derrière, où vous avez un comique très drôle d'ailleurs que j'aime bien, mais pédophile, je crois, qui s'appelait Jerry Lewis, qui effectivement agite un petit myopathe, c'est-à-dire un enfant en train de baver sur un fauteuil roulant, dans une émission de télé qui passe en même temps sur toutes les chaînes. C'est le modèle qui a servi aussi d'action. Et là, vous avez un compteur où les gens sont poussés à donner. Et tout ça, ce pognon va dans la poche, effectivement, de ceux qui ont monté la combine. Et vous verrez qu'une fois de plus, cherchez, vous trouverez, la liste de Schindler s'allonge encore un peu plus. J'en suis désolé. Et que surtout, est-ce qu'au bout du bout, on fait grand-chose pour les myopathes Là, on peut rappeler dans ce genre d'arnaque ce qu'on appelait, je crois, la Ligue contre le cancer, et l'affaire Crozes-Marie, qui cumulait franc-mac et de la communauté de lumière, qui a fini par prendre 4 ans de prison. Il a fait seulement 2 ans ferme, parce qu'on se rendait compte que tout cet argent qui était collecté pour la lutte contre le cancer lui permettait de se faire construire, à lui et à ses potes, des villas avec piscine, que pratiquement tout l'argent passait en frais de fonctionnement et en frais somptuaires, et que c'est allé tellement loin dans l'arnaque qu'il a fini quand même à faire un peu de prison. Il est sorti d'ailleurs assez vite, je crois 2 ans après, grâce à toutes ces belles relations maçonniques et de la communauté. Intéressez-vous à faire Crozes-Marie. À chaque fois, vous verrez que vous pouvez recouper. Et je rappelle que le patron du SIDAction n'était autre que l'ignoble Pierre Berger, le sieur Pierre Berger, délinquant sexuel de type pédosataniste notoire, qui m'a fait condamner plusieurs fois, et dont l'héritier est Monsieur Cox, dont je rappelle qu'il est le paysagiste de l'île aux esclaves de Monsieur Epstein. Là aussi... je ne vais pas parler de liste de Schindler, mais on retombe un peu à chaque fois sur les mêmes. Nouvel ordre mondial, pédosataniste. Voilà.